tu passes en direct. Normalement, ouais, il va se me mettre dedans et puis après. Oui, je pense que du coup, si tu cliques sur passer en direct, eh ben, ça va lancer le direct. Les gens vont recevoir la notification, je pense, comme quoi ça y est, c'est lancé. Voilà, je te vois. Par contre, je t'entends pas. Euh, tu m'entends? Attends, tu m'entends pas. Je mets en son pourtant. Ah, c'est un peu gênant s'il n'y a pas le son. Ouais. Tu m'entends? Ouais, mais est-ce que tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Ah, c'est bon? Ok. À tout de suite alors.
Bonjour, on attend un petit peu que les personnes se connectent pour commencer. Donc, dans ce webinaire qui va être consacré à la croissance et l'importance d'être reconnu par ses clients et comment on peut avoir cette vision client. On va attendre 2 minutes encore pour que les gens se connectent. Encore 1 minute et puis on va commencer. Donc, vous apercevez pas. Donc, on va commencer dans pas longtemps. Ah, ça commence à arriver. Donc voilà, il y a un peu plus de monde qui se connecte pour arriver sur ce live. Donc je vous propose de commencer, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc on va parler de la croissance et puis le fait que cette croissance, comment elle peut arriver dans une entreprise. Le fait qu'il est important de pouvoir avoir comme ça que le client, comment perçoit, il peut percevoir votre entreprise. Et donc, on verra un outil spécial que nous avons développé avec de l'intelligence artificielle et qui vous montrera un petit peu comment vous vous positionnez sur un marché. Donc, voilà un petit peu le sujet actuellement par rapport à ça. Donc, moi, je vais me présenter d'abord. Donc, je m'appelle Bruno Kemner, donc je suis le dirigeant fondateur de l'entreprise Move2.digital. Et donc, on est vraiment spécialisé dans la transformation digitale en entreprise. Et puis, on va peut-être regarder un petit peu ce que ça veut dire, tout ça, parce que c'est un buzzword. Donc, il y a beaucoup de gens ça, qui font des définitions vraiment très, très différentes de ça. Et donc, on va voir que c'est pas du tout ça, parce que ce sont des, des définitions un petit peu différentes du fait que ça a été vu, c'est venu des États-Unis. Et donc, en fin de compte, on a un petit peu fait évoluer. Donc là, je vais partager mon écran. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que la transformation digitale des entreprises et en quoi elle est différente de ce que l'on peut penser actuellement et ce que les entreprises font actuellement.
Nous, on est experts de la transformation digitale. Donc, on aide les organisations à découvrir ce qu'il faut faire pour obtenir le maximum de résultats et de croissance sur leur marché. Donc, ça permet de préparer l'avenir. Et vous savez que le monde a changé. Et donc, c'est quand même relativement important d'arriver dans ce nouveau monde. Donc, ce que nous croyons, nous, c'est que la stratégie, ça crée un avantage concurrentiel. En fin de compte, le but d'une stratégie dans une entreprise, c'est définir un avantage concurrentiel. Et donc, à partir de ça, de pouvoir trouver des nouvelles relèves de croissance. Donc, en fin de compte, vos équipes et la culture de l'innovation, c'est ça qui va soutenir ensuite votre croissance. La technologie ne vient qu'après. Ce ne sont que des moyens qui vont permettre de pouvoir délivrer cette croissance ou définir des nouvelles offres de services, mais ça n'en reste qu'un moyen. On part vraiment, nous, dans la définition que ce sont les clients qui connaissent le mieux de ce dont ils ont besoin. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont un petit peu centrées sur elles-mêmes et la connaissance client est vraiment le premier sujet important et donc à prendre en compte lorsqu'on fait de l'innovation. Et lorsqu'on parle de data et d'expérimentation, eh bien, c'est ça qui permet maintenant, parce qu'on a beaucoup de moyens par la data et de pouvoir tester. Donc, on a d'autres moyens pour pouvoir innover maintenant et de pouvoir tester sans faire avoir des centaines de milliers d'euros d'investissement et peut-être parfois aussi des échecs dans la mise en œuvre de nouveaux services. Donc, c'est tout ce qu'on peut voir au niveau de la data et l'expérimentation maintenant. Donc, je vais juste passer par rapport à ça. Donc là, parce que là, c'est mon écran. Donc, pourquoi on dit de changer de stratégie? Donc, en fin de compte, au départ, on avait, depuis les années 50, on appelait ça une stratégie par l'offre, qui, en fin de compte, la stratégie par l'offre, c'est simplement de définir une offre, de la pousser sur un marché, mettre des commerciaux et de pouvoir la vendre. Tous ces concepts-là datent des années 50. Ça a été concrétisé par Michael Porter dans les années 80. Et le monde était bien différent de celui qui existe actuellement. En fin de compte, on était dans un monde qui était beaucoup plus lié au fait qu'on avait besoin de beaucoup acheter. Il y avait les téléviseurs, les frigos, enfin tout ça, c'était quelque chose, c'était 30 glorieuses, où tout le monde avait un besoin d'achat, d'équipement et autres. Donc, la préoccupation du client n'était pas là. On ne cherchait simplement à regarder son marché et ses concurrents. On était plutôt sur des batailles de prix. L'innovation était très peu présente. Donc, on était vraiment à vouloir faire croître les entreprises au maximum pour réduire les coûts au maximum et donc un positionnement simplement par les prix. En fin de compte, maintenant, le monde qui a changé, car l'offre est devenue plutôt pléthorique. Hein, donc, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'offres qui sont disponibles maintenant. Et il y a profusion d'offres sur le marché. Et donc, ce qui est important maintenant, c'est plutôt de se différencier, s'adapter, d'innover et d'avoir la meilleure expérience client. Donc ça, c'est la nouvelle donne qui font que derrière, on n'est plus du tout dans une stratégie par l'offre comme on le définissait tout à l'heure, mais par une stratégie par la demande. Alors ça change complètement la façon dont on voit l'entreprise. Donc au départ, donc, comme je disais, de la stratégie par l'offre, c'est on construisait une offre. Bon, parfois, on pouvait faire des focus group sur ceux qui étaient vraiment plus évolués, et ça existe encore. Beaucoup d'entreprises sont encore comme ça, hein, mais on pousse avec le marketing et le commerce, et donc on arrive directement au produit. Ici, la nouvelle donne du monde digital, c'est de faire une stratégie par la demande. En fin de compte, ici, on est plutôt avec les clients au départ et de pouvoir faire avec eux des expérimentations. Et donc, on va définir ce qu'on appelle des personas. En fin de compte, un persona, avant, on était en segment de marché ici, donc on construisait un segment de marché. Et ici, on va définir un persona. Si je prends un exemple ici, quand on était par la stratégie par l'offre, si on prend les pizzerias, eh bien, la concurrence, on a regardé avec la pizza qui était juste à côté.
Maintenant, on n'est plus du tout dans la même vision, puisque on est plutôt dans les moments de vie et on se rend bien compte que parfois on veut une pizza, parfois on veut autre chose. Donc, c'est des moments de vie qui sont différents. On est avec sa famille, parfois on n'est pas avec sa famille, parfois on est avec sa femme. Donc, voilà, donc des éléments de vie qui sont complètement différents et des besoins qui sont différents en fonction voilà, de son humeur, de ce qu'on a envie. Et donc, c'est complètement différent. Et donc, ici, on s'adresse beaucoup plus à quelque chose qu'on appelle donc les personas. Donc, c'est quelque chose, c'est vraiment une décomposition liée à la personnalité du client ou des consommateurs qu'on va prendre en compte et pour lui amener la meilleure expérience possible. Donc, pour également pouvoir se différencier. Donc, ici, donc, on est plutôt dans une construction d'expérimentation, parce qu'ici, on peut tester vraiment ces différentes idées. Et donc, lorsqu'on est dans l'expérimentation, ben ensuite, on va pouvoir construire l'offre. Il y en a aussi qui construisent, les startups sont plutôt en construction de l'offre bien après. Mais ici, bon, les entreprises sont plutôt en construction de l'offre, et puis après, le marketing et le commerce, et on arrive au client. Et puis ensuite, il y a une nouvelle donnée qui sont les data, où, bien sûr, lorsqu'on regarde un petit peu comment ça se passe encore au niveau de votre proposition, une nouvelle proposition, eh bien, on va revenir de nouveau vers le marketing et le commerce pour faire de l'amélioration également de vos offres de services, de l'expérience client que vous allez avoir. Donc, c'est quelque chose qui continue, mais qui est mesurable. En fin de compte, ici, on était plutôt dans une stratégie parlable, mais qui était très liée au sentiment qu'on avait sur un marché. Ici, on est beaucoup plus sur de l'analyse, des interviews, de la data. Et donc, on est plutôt à anticiper les besoins et à définir plus précisément ces offres et ces services qu'il y a quelques années. Donc maintenant, on est vraiment, donc c'est vraiment ça qui a changé dans les entreprises. Et donc, on a vraiment un paradigme complètement différent entre ces deux types de stratégies. Beaucoup n'ont pas encore intégré ça, puisque on voit bien que ici, lorsqu'on veut faire ce genre de choses, c'est vraiment l'entreprise complète qui est en train d'évoluer. Donc, ce qui est important à voir, c'est pourquoi changer de stratégie et pourquoi il faut évoluer dans ce monde digital. En fin de compte, on a une confusion du fait qu'on parlait du numérique quand on faisait la traduction du digital, mais le digital n'est pas du tout ça. Et donc, en fin de compte, il y a la vraie évolution, c'est que les clients, comme on le voit, et les consommateurs sont de plus en plus informés parce que aussi ils utilisent des outils digitaux, ils ont profusion d'informations, donc voilà, ils peuvent avoir les informations nécessaires, même sur votre entreprise, ce que vous vendez. Donc, il y a une information qui est vraiment disponible et qu'ils peuvent consulter. Le deuxième point qui est relativement important, c'est que les clients et consommateurs sont en capacité de comparer plus facilement également. Donc, eux aussi, ils ont cette possibilité-là. Ce qui n'était pas existant il y a un peu plus de 10 ans, où là, c'était très difficile et donc on passait plutôt par des tiers pour pouvoir avoir des informations. Et donc, c'est comme ça qu'on avait de l'information. Maintenant, la différence, c'est que on peut comparer, on peut regarder, et donc on a énormément d'informations là-dessus pour pouvoir choisir son offre ou son service. Donc ici, on se dit qu'à un moment donné, partir du client est la meilleure façon de définir son besoin, et c'est vraiment quelque chose on dit dans beaucoup d'entreprises qu'on connaît son client, voilà, mais c'est beaucoup du sentiment, c'est parfois quelque chose qui a été ancré chez nous, et parfois on projette la façon dont on voit, et on pense que ce qu'on voit est réellement la réalité. C'est pas du tout la façon, la bonne façon pour s'y prendre. En fin de compte, on est vraiment à partir des clients et on va définir en fin de compte ce qu'on parlait tout à l'heure des personas. Hein. Donc, vous segmentez votre marché par des cibles. Mais le sujet, c'est qu'en fin de compte, vous allez avoir beaucoup plus un lien émotionnel maintenant avec l'offre et le service. Donc, c'est vraiment comment avoir ce lien émotionnel. C'est en fin de compte bien comprendre ton client, bien comprendre ses émotions et comment mieux se connecter avec son client pour que lui, ensuite, comprenne votre proposition de valeur. Et donc, ça, c'est ça qui change vraiment. Et donc, quand on peut avoir ce genre d'analyse qui a été faite au préalable, on a vraiment une offre de service qui est beaucoup plus importante et puis donc aussi une valeur qui est perçue différente de la part du client.
Donc, c'est ce que je disais, donc on peut adapter ces offres de façon plus personnalisée. Maintenant aussi, on a des moyens. Avant, on était plutôt un produit, on faisait très peu de différenciation. Maintenant, on a quand même des possibilités aussi de plus personnaliser ces offres de produits et de services. Donc, vous voyez, il y a vraiment une expérience qui est autour de ça. Il ne faut pas comprendre simplement que le produit ou le service, mais c'est la façon aussi dont on va rentrer en contact avec ses clients, la façon dont on va aussi avoir une relation avec lui. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut personnaliser aussi beaucoup plus facilement en fonction des personas qu'on est en train de prendre en compte. Donc, vous pouvez également changer votre proposition de valeur et votre business plus facilement. Donc, on sait très bien que maintenant, voilà, il faut aussi avoir une proposition de valeur. C'est pas juste un produit, hein, c'est quelque chose où on donne quelque chose, hein. C'est pourquoi avoir ça. Donc, si on est dans les business B2B, ben, c'est quoi votre proposition de valeur? Qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous allez amener comme valeur à l'entreprise? Et sur les business models, on voit bien que ça, c'est aussi en train de se disrupter, puisqu'on a des marchés qui sont un petit peu différents, qu'il y a des acteurs qui arrivent, qui essayent aussi de rentrer en contact directement avec vos clients. Et souvent, dans des marchés comme ça qui étaient un petit peu différents, bah, voilà, il faut garder ce lien avec le client final. Et donc, il y a des propositions de business model qui peuvent être différenciantes autour de ça. Donc, tous les gens qui sont actuellement et qui font par exemple du e-commerce, c'est vraiment une adaptation du business model. C'est pas juste mettre en place une solution de vente en ligne. On sait très bien que ça impacte l'entreprise. Faire du physique et faire une vente en ligne, c'est assez compliqué pour pouvoir faire les deux en même temps. Donc, le business model de l'entreprise a bien évolué et bien changé. Et on sait très bien que maintenant, on est plutôt dans un parcours qu'on appelle digital, c'est-à-dire qu'on mélange le physique et le digital, et que le parcours client est complètement différent depuis le début jusqu'à l'acte d'achat, où il fait un mélange entre le physique ou ce qu'il va regarder au niveau des réseaux sociaux ou sur Internet, et peut-être revenir sur un magasin pour pouvoir l'acheter ou pas l'acheter, ou aller même en magasin pour pouvoir le voir physiquement et puis ensuite l'acheter sur Internet. Tout ça, ce sont des parcours qui sont complètement différents et qui fait que derrière, ça, votre business model doit aussi s'adapter à ce genre de comportement nouveau. Ça, c'est un point qui est vraiment important, et il n'y a pas de stratégie et de transformation digitale sans data. Donc ça, on est vraiment dans la data. C'est pas mettre en place le big data comme on passe, on dit voilà, je vais avoir une profusion de data, mais la data, il faut avoir un sens avec elle, c'est bien des objectifs, et en fin de compte, la data, c'est de pouvoir expérimenter, c'est de pouvoir mieux connaître son client, c'est de mieux suivre sa stratégie. Donc, il faut vraiment définir ce qu'on va en faire au départ, et à partir de ça, de pouvoir la piloter. Donc, point par point, lorsqu'on est par exemple dans un tunnel de vente, on peut piloter chaque phase et la mesurer au maximum. Lorsqu'on fait de l'expérimentation, c'est la même chose. Comment on va pouvoir mesurer l'expérimentation et de pouvoir ensuite l'adapter et puis remesurer. Donc, c'est la base de comparaison de la data. Donc, tout ça, c'est, en fin de compte, c'est la data qui a été faite non pas comme avant, on faisait du reporting pour constater quelque chose, mais c'est la data pour la prise de décision. Ce qui est important, c'est la data pour la prise de décision. Donc, on est vraiment en anticipation sur la prise de décision. Donc on sait que maintenant, on peut plus suivre plus facilement les performances de marketing, le commercial par la data. Donc, ce que je disais, ben, vous pouvez vous connecter, voilà, il y a le site internet, les réseaux sociaux. Donc, tout ça, il y a des outils maintenant, il y a une profusion d'outils maintenant qui vous permettent de récupérer toutes ces datas-là. Ce qui est important plutôt, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce que je veux en faire et comment je vais pouvoir la mesurer et qu'est-ce que sont les bonnes datas. Il faut faire attention à des datas de type vanity metric, comme on les appelle. Voilà, c'est pas forcément le nombre de likes qu'on peut avoir sur un post qui sont importantes lorsque l'objectif est de pouvoir générer du chiffre d'affaires. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder, quels sont les objectifs qu'on met en amont, et ensuite on va pouvoir rentrer dans quelque chose où on pourra réellement mesurer ce qu'on fait. Un point important quand on est dans le B2B2C, c'est qu'il faut tenir compte du client final. Et donc, en fin de compte, ça change la donne. Pendant très longtemps, on était dans un client, c'est le client, mon client, c'est celui qui paye. Et en fin de compte, c'est pas seulement celui qui paye, mais c'est celui qui va utiliser le service. Et le fait de connaître ce client qu'on ne connaît pas, il y a encore énormément d'entreprises qui sont dans ce cas-là, qui ne connaissent que leurs intermédiaires, qui sont des installateurs, des distributeurs et autres,
ne connaissent pas du tout leurs clients finaux. Et ils pensent qu'en fin de compte, ils ne répondent qu'à leurs clients qui sont les intermédiaires. Mais ils se rendent bien compte qu'à un moment, il peut y avoir déjà des startups qui arrivent aussi, qui eux, vont aller face au client final. Et aussi le fait que vous ne connaissez pas du tout votre client final. Et donc, l'adaptation de vos offres de services qui vont être réellement utilisées, son expérience, qu'est-ce qu'il a eu. Donc là, vous devez devoir piloter ça. Et donc, on a vraiment une double relation à gérer dans ces cas-là. C'est la relation B2B et c'est aussi la connaissance du client final. Ensuite, on peut aussi évoluer vers quelque chose où on va aller apporter peut-être directement aussi du service directement. C'est ce qu'on fait et aller vers l'usage. Donc, un point qui est important aussi, c'est que l'innovation ne concerne pas simplement le produit. C'est un point où on pense, pendant très longtemps, on avait des services de recherche de R&D et c'était lié aux produits ou services qu'on est en train de faire. Donc, tout ça, c'est quelque chose où l'innovation est partout maintenant dans l'entreprise et donc on doit être innovant un petit peu partout. Je répète toujours que sur Amazon, c'est pas Amazon n'a fait aucune évolution sur son produit, hein. C'était au départ un libraire qui vendait des livres. Voilà, il a vraiment été mettre en place une relation client très simple, hein, donc de pouvoir rentrer en relation. Et il faut se rendre compte que la data chez Amazon, c'est quelque chose qui est vraiment clé. Et donc, il connaît parfaitement ses clients. Il les connaît même mieux dans leur comportement et dans leurs usages que le client lui-même. Donc, et ils ont vraiment évolué là-dessus et donc ils amènent la meilleure expérience dans l'achat et aussi dans les services avec des livraisons maintenant de plus en plus courtes. Et on voit bien que tout ce qui est en train de s'apparaître dans le B2C est en train aussi d'arriver dans le B2B, hein. Toutes les livraisons maintenant qui sont à moins d'une journée maintenant, parfois une journée, et voilà, qui étaient à 3 semaines, un mois, parfois au devoir 2 mois au niveau du B2B. Tout ça est en train d'évoluer aussi vers l'entreprise et qui pousse à évoluer vers aussi des demandes qui sont de plus en plus voilà, fluctuantes et puis de services, une réactivité sur le service. Et donc, on voit bien que le dernier point qui est important, c'est on touche son audience aussi plus facilement par de nouveaux canaux, hein. Donc, on peut interagir avec lui, que ce soit pour une stratégie de marque, mais c'est aussi également pour pouvoir vendre. Donc, vous pouvez interagir avec lui, de pouvoir lui amener des informations différentes aussi. Donc, c'est quelque chose où les canaux de type réseaux sociaux ou Internet se sont développés. Et donc aussi, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre nouvelle stratégie globale de l'entreprise. Quand on regarde, en fin de compte, les étapes de maturité de la transformation digitale, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fin de compte, ici, il y a la digitalisation ou la numérisation. Ce sont énormément d'entreprises ne font que ça actuellement. Donc, on confondu la transformation digitale avec la numérisation, la digitalisation. En fin de compte, il reste dans le paradigme que je disais tout à l'heure, on est simplement, je regarde que mes concurrents. Voilà, je ne fais que de la technique. En fin de compte, je pense que le digital n'est que de la technique. Je mets quelques outils internes, processus, je veux être plus rapide, moins cher, meilleur. En fin de compte, on restait dans le paradigme qu'on voyait tout à l'heure. C'est dans les années 50 où la construction d'entreprise n'a été faite qu'en basée sur la concurrence et sur les prix. Donc, en fin de compte, on utilise le digital que pour une vision interne. Donc, on a confondu le digital en disant, je vais le mettre en interne. C'est un point qu'on peut faire, mais il faut que là, on a oublié quand même toute la partie client. Donc ici, on est plutôt sur l'optimisation de ce qu'on peut avoir. C'est des choses qu'on doit continuer à faire, mais on a quand même un point important qui est manquant là-dedans, c'est le client. Quand on aborde la notion de transformation digitale, là, on est vraiment dans quelque chose qui évolue. Donc, on a passé un cap, on est en train de définir de nouveaux produits, de nouveaux services et des modèles d'entreprise complètement différents. Ici, on est plutôt dans quelque chose, ici, on est encore dans la technique où on pousse, hein, sa stratégie par l'offre, stratégie, ici, on est plutôt par stratégie par la demande. En fin de compte, on attire plus facilement le client à soi. Donc, c'est une autre façon comment on peut attirer le client directement à soi et non plus avoir des solutions qu'on appelle outbound, à contrario par rapport à l'inbound.
Donc ici, c'est en fin de compte les données qui sont vraiment clés, hein, comme je le disais dans la transition digitale, donc qui définissent notre état actuel et définissent l'état à venir. Et on est vraiment dans une nouvelle proposition de valeur qui est souhaitée. Donc cette proposition de valeur, elle est aussi à mettre en place. Donc on est en train de travailler sur les propositions de valeur et non pas simplement que sur la vente de produits ou de services. Donc on est dans quelque chose d'un peu plus grand que le produit ou le service et une vraie proposition de valeur qu'on va pouvoir adresser, qui peut être aussi différenciée si on a des personnages complètement différents. Troisième étage de la fusée, quand on parle de la transformation digitale, on est au niveau de l'automatisation par l'IA. On voit un petit peu d'IA qui arrive ici, mais on est plutôt dans la technologie par l'IA, c'est la reconnaissance faciale. On est sur de nouveau les outils qu'on utilise pour pouvoir aller plus vite. Mais ici, on est vraiment dans le troisième étage de la fusée où il y a des entreprises qui sont déjà là-dedans, donc des entreprises américaines surtout, qui sont à pouvoir automatiser à grande échelle. Et donc, ils ont aussi un business model et des produits et des services qui s'adaptent et qui sont alimentés par l'IA. Donc, on est vraiment dans quelque chose où la data est devenue vraiment clé. Et donc, on peut utiliser l'IA pour pouvoir aussi faire adapter ses produits, ses services, et voir son business model. Donc, on est vraiment à un étage vraiment, voilà, on est vraiment mature par rapport à tous ces nouveaux dispositifs. Alors ici, on est vraiment dans le prédictif et bien sûr, on est plutôt à attirer les experts. Donc, on voit bien qu'à un moment, les entreprises qui sont déjà là attirent beaucoup plus des talents. Ici, c'est bien la clé aussi, hein. Donc, ici, c'est vraiment au niveau du talent. Ici, on est plutôt au niveau des coûts. Donc, ici, ça va vous coûter plus cher pour pouvoir les mettre en place, puisque à un moment donné, il va vous devoir investir. Vous aurez un peu de résultats, mais vous n'aurez pas tiré votre croissance. Ici, pour pouvoir construire tout ça, il faut aussi parfois de nouveaux talents ou former vos équipes vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est quelque chose où le besoin de talent est beaucoup plus important que l'investissement qu'on y met. Donc, sur la définition de la transformation digitale, hein, donc le digital, c'est plutôt le mot digital qui est un synonyme du rythme de changement qui s'opère actuellement. Donc, on voit bien que c'est un rythme de changement qui est relativement important. Et aussi, ce sont des consommateurs qui sont versatiles, des clients qui sont versatiles, qui changent un petit peu leur comportement. On voit bien aussi que maintenant, il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé depuis le virus. Donc, c'est quelque chose voilà, qui doit aussi, dont les entreprises doivent tenir compte. Et donc, vraiment, il y a aussi l'adoption rapide de la technologie. Donc, la technologie soutient, comme je disais, hein, donc, votre stratégie. Et donc, il y a de plus en plus de technologies. Et puis, c'est aussi des moyens nouveaux pour pouvoir aussi adresser de nouvelles offres de services. Donc, c'est par exemple, lorsqu'on parle de l'Internet of Things, l'IoT, l'IA, le blockchain, ce genre de choses qui arrivent, même les métaverses maintenant. Donc, ce sont aussi des choses qui permettent de pouvoir intégrer ça dans ces offres de services et c'est beaucoup plus simple qu'à une époque. Maintenant, c'est vraiment des choses qu'on peut trouver sur les plateformes où il y a pas mal de choses qui sont déjà prédéveloppées et qui peuvent être intégrées assez facilement. On voit ça comme quelque chose de compliqué, mais c'est vraiment pas très compliqué maintenant à intégrer ce genre de service. La transformation, c'est en fin de compte, c'est comment une organisation est construite pour changer, innover et se réinventer. Et c'est ça qui est vraiment la transformation digitale, c'est que on est en train d'innover, de se réinventer toujours parce que notre client évolue, parce que aussi les technologies évoluent, parce que voilà, il y a aussi le fait que les concurrents évoluent. Donc, dans ce monde-là, il y a un mécanisme de transformation et c'est l'adaptation de l'entreprise par rapport à son environnement. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Et ce que font souvent les personnes dans le digital, ils sont juste en train de simplement améliorer et soutenir les méthodes traditionnelles. Donc, ils n'ont pas du tout évolué. Je reste dans les méthodes traditionnelles et je veux juste m'améliorer comme je le faisais avant. Et on est plutôt dans ce qu'on faisait avec l'informatique, hein. L'informatique, c'était un moyen à un moment donné aussi de pouvoir aller plus vite ou de réduire les coûts. On utilise le digital de la même façon. Donc, on a vu ça comme quelque chose qui était juste le point d'amélioration, mais c'est vraiment plus fondamental que ça. C'est vraiment un nouveau mindset qui est différent et qui fait que derrière, les entreprises qui sont là-dedans et qui vont innover là-dedans, ils vont forcément plus performer et prendre des positions différentes sur le marché.
Donc, les 5 blocs de changement de transformation digitale, donc on voit bien que pour pouvoir définir une stratégie, c'est tout un processus de cohérent. Donc, on voit qu'il y a la stratégie et la culture qui sont relativement importants. Donc ici, si la stratégie, la culture, hein, quand on parle de culture, c'est vraiment une culture aussi d'une entreprise qui est capable de s'adapter et de pouvoir innover. Donc les gens qui ne font pas ça, ben, ce qui se passe là, ben, on voit bien que c'est la numérisation des services qui arrive. Donc ça, c'est quelque chose où si la gouvernance ou le dirigeant, les dirigeants n'ont pas pris en compte ça, ben, ils restent à la numérisation et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises. Ici, on est vraiment au niveau un petit peu de l'écosystème, ses équipes et les clients, mais il y a un engagement vraiment important à avoir là-dedans. Donc, si les parties prenantes ne sont pas intégrées dans le projet, ben, bien sûr, ça va conduire à des résistances, ça va conduire à des rejets. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Tout ce qui est processus et innovation, ça, c'est des choses qui sont relativement importantes. L'innovation fait vraiment quelque chose qui doit être intégré dans toutes les entreprises. On ne peut pas rester dans un état où on fait toujours la même chose, donc on innove de façon répétitive et donc de plus en plus rapidement d'ailleurs. Et si on n'a pas vraiment vu ça d'un point de vue processus, ben, à un moment, on commence à avoir des actions cohérentes. Et c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des initiatives digitales qui sont un petit peu dans tous les services, les RH, voilà, la production. Et donc, il y a plein d'éléments comme ça et qui sont différents. Et donc, on commence à avoir une multitude d'outils maintenant dans l'entreprise qui ne sont pas cohérents. N'oubliez pas que le point qui était important, c'est qu'on mesure la data. Et donc, tous ces outils-là, à un moment, ça devient très compliqué. Vous ne pouvez pas avoir la data après intégrée, ou vous devez faire un projet majeur pour intégrer toutes ces datas, et là, ça devient très compliqué. Bien sûr que la technologie est importante, hein, donc elle n'est jamais, enfin très rarement un facteur de différenciation, sauf que quand il y a une rupture technologique qui permet de faire une différenciation grâce à la technologie, mais très rarement, c'est pas la technologie qui va vous permettre à un moment donné comme ça, de pouvoir avoir ce point-là. C'est votre proposition de valeur et qu'est-ce que vous en faites, mais pas la technologie en tant que telle. Là. Donc, il faut bien sûr adopter les meilleures technologies et c'est quelque chose qui se transforme beaucoup en ce moment. On voit bien qu'il y a de plus en plus de produits nouveaux qui arrivent et qui vous permettent de faire des choses beaucoup plus facilement maintenant aussi. Le dernier point dont je parlais, c'est tout ce qui est la partie données et analytique. Et donc, ça, c'est un point qui permet de pouvoir avancer sur la compréhension et plutôt sur la prise de décision. Donc, je dois prendre des décisions fondées sur des preuves. On a beaucoup trop de sentiments, on a beaucoup trop d'hypothèses lorsqu'on fait des nouvelles propositions de valeurs ou de produits ou de services. Et ce sont des hypothèses. Mais toutes ces hypothèses-là, maintenant, il y a des moyens très simples pour pouvoir les mesurer, de regarder ce que ça donne réellement. Donc, c'est un point qui est vraiment la clé de la data et de la transformation digitale. Donc, tous ces blocs-là, transformation digitale, c'est ces 5 blocs-là qui sont en même temps. Et s'ils ne sont pas pris en même temps, vous allez avoir des résistances, vous allez avoir de la numérisation simplement, ou un panel de technologies qui vont arriver. Donc, faire ça de façon cohérente, c'est quand même la meilleure façon d'amener de la valeur. Et l'amener de la valeur, ça va amener du chiffre d'affaires et parce que les clients sont satisfaits. Et donc, c'est comme ça que vous allez aussi vous transformer. Quand on regarde ce point-là, en fin de compte, le marché et l'économie numérique, on peut la diviser en 4 grandes parties. Donc ici, on est plutôt dans ce qu'on appelle le marché de la promotion. C'est la majorité d'entreprises qui sont encore là-dedans. On est dans la relation de confiance, c'est-à-dire que voilà, on est plutôt dans ce qu'on appelle voilà, on essaie de faire au mieux son travail et parce qu'on a des bons services, on va parler de soi. Donc on est dans le système de bouche à oreille qu'on connaît depuis très longtemps et de ce fait-là, le bouche à oreille va faire que on va vous recommander. La recommandation va faire que vous allez avoir de plus en plus de clients. Donc, on est dans le système de la promotion qu'on connaît depuis très longtemps. Et c'est ça qui est adapté depuis par l'entreprise. Quand on est plutôt dans cette partie de bloc-là, on est au niveau de l'attention. C'est ici où il y a des gens qui utilisent le digital, justement, mais d'un point de vue simplement, par exemple, les réseaux sociaux, qui vont ou Google pour payer la visibilité. Donc là, vous allez faire du référencement naturel, du paiement, enfin voilà, on est du Google Ads.
Donc, c'est là où vous allez augmenter votre visibilité, vous allez mettre vraiment du budget pour pouvoir être plus visible auprès de vos prospects ou clients potentiels. Et c'est comme ça que vous allez faire. Ici, vous n'êtes pas du tout dans le thème du marché, puisque là, vous êtes au niveau de l'autorité. Et donc là, vous êtes vu comme quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau dans le marché. Vous n'êtes pas dans la masse comme ici, où là, vous êtes tous avec tout le monde. Ici, on est plutôt au niveau de l'autorité. Et donc là, on est plutôt dans toute la partie qu'on appelle de l'innovation. Et donc, l'innovation, c'est pas juste faire comme Elon Musk, faire toujours des choses complètement, voilà, il faut d'abord se différencier et montrer qu'on apporte de la valeur différenciante aux ses clients. Donc, c'est la vision du client et non pas la vision qu'on veut lui donner par l'intention. Donc, ici, on va attirer naturellement les clients à soi et donc on est dans une marque d'autorité. Et puis, le quatrième point du marché, bien sûr, ce sont les leaders du marché qui sont déjà présents, qui ont déjà souvent sont partis aussi peut-être de là et qui ensuite évolué en position de leader et qui sont, ils défendent leur position. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont défendre leur marque et puis ils vont aussi parfois racheter des nouveaux entrants pour rester leader sur leur domaine. Donc ici, ce qu'on disait, c'est la promotion, c'est la grande majorité d'entreprises qui ont ça, donc avec croissance régulière, construire sur relation profonde, marketing qui tend à soutenir ou non la vente. Donc ça, j'ai déjà parlé, axé sur la publicité et le coût par vente, tendance à être ainsi si l'innovation et les données sont font défaut. Et un profil de risque est élevé. Donc autorité, c'est pas tout le monde doit être bon. On est toute entreprise, ce qu'on dit, c'est plus qu'être bon. Donc soutenu par un trafic de clients attiré naturellement et stimulé par l'innovation. Et les leaders, voilà, position de défense, et même qui sont déjà quelque chose comme ça, qui ont déjà innové depuis longtemps et qui sont à dépenser aussi pour garder leur position. Donc c'est ici qu'on voit donc ce fameux cadran. Et donc en fin de compte, ce n'est pas la vision que vous en faites de votre entreprise, ce n'est pas la vision que vous voulez projeter par du marketing, mais c'est la vision que le client va avoir de vous sur votre marché et de vos offres, de vos services. Donc on est vraiment là dans quelque chose où le positionnement d'une entreprise peut se mettre à l'intérieur de ça. Et on voit que naturellement, on peut mesurer ça maintenant, même par de la data. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure, juste près, ça, pour vous montrer comment ça se fait dans les outils. Un point aussi qui est important, c'est que plus vous êtes en bas ici, plus on est sensible au prix. Quand on est dans la masse où le client ne perçoit pas la différenciation entre les différents acteurs, il va rechercher plutôt un prix, il va peut-être chercher moins cher. Ici, quand il voit quelque chose de nouveau et d'attirant, bien sûr que la sensibilité au prix est moindre. Donc c'est ça qui fait qu'en fin de compte, les profils de croissance dans l'économie digitale ne sont pas du tout les mêmes. Donc ici, on est plutôt dans la promotion. Ça, on voit les entreprises qui sont historiques, c'était les 2, 3, 4, 5% de croissance par an. Voilà, c'est ça. Donc on est vraiment sur quelque chose qui augmente naturellement, mais de façon très lente, et vous n'allez pas avoir de performance dans la croissance. Quand on est plutôt sur quelque chose qu'on paye, c'est peut-être plus simple. On paye, on a de la croissance, c'est rapide. Mais le danger de ça, c'est qu'on est dépendant aussi, on a pris une drogue qui s'appelle la publicité. Et donc ici, on va commencer à avoir des problèmes parce que parfois le coût d'acquisition de nouveaux clients va devenir trop important. Et si on arrête de payer, on va descendre dans les limbes et parfois même en dessous de ce qu'a fait quelqu'un d'autre, puisqu'on est simplement dépendant de ce qu'on projette et non pas on n'est pas en train d'attirer. Donc ça, c'est vraiment un marché à risque. Il y a quelques entreprises qui le font. Parfois, on peut le faire aussi pour lancer par une nouvelle offre, mais il faut le regarder. C'est un vrai choix à faire. Et là, quand on est vraiment dans l'autorité, ici, on n'a plus du tout les mêmes croissances. Vous voyez bien qu'à un moment donné, on a des panels de croissance et puis on va peut-être même devenir un leader du marché. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où on attire naturellement le client, les coûts d'acquisition sont beaucoup moins chers, mais on a aussi un processus d'innovation qui est beaucoup plus récurrent. Et puis, les croissances des leaders sont plutôt liées aussi à une croissance organique et aux croissance externe. Donc, les règles, on ne peut pas être deux fois dans la même position sur un même marché. C'est que les données, les preuves définissent la position. En l'absence de données, il faut toujours en trouver. C'est un point qui est important. Et
vous n'arrivez pas à définir et à arriver à un point si vous n'allez pas de manière ciblée. Donc, il faut vraiment se définir une cible, puis à un moment donné, mettre tous ces moyens, et c'est ça, définir une stratégie, aussi de mettre tous ces moyens pour atteindre ces cibles. Donc, tous les secteurs n'ont pas un acteur principal, et voilà. Donc, pour pouvoir aussi devenir une autorité, voilà tous les points qui sont aussi à avoir, hein. Donc, c'est de définir vraiment une vision, c'est dominer la vague pour devenir, voilà, peut-être choisir une niche au départ et puis ensuite de la développer. Mais aussi, c'est aussi de pouvoir communiquer là-dessus et être vu comme quelqu'un vraiment d'innovant et comment on le devient. Il faut aussi échouer parfois, hein. Casser des œufs, c'est aussi capacité à créer et puis à gérer la controverse, mais c'est aussi de pouvoir voilà, échouer. Mais échouer maintenant est beaucoup moins important si on est dans un processus d'expérimentation où on prend beaucoup moins de risques. Donc, publier vos idées pour que ce soit ensuite diffusé et que les gens en parlent, se faire référencer, hein. Les autres c'est comme on dit, hein, les autres, c'est les clients qui vont faire de vous une autorité ou même les intermédiaires, et c'est pas vous. Donc, c'est ça que la vraie différence, hein. Quand on paye, c'est vous qui décidez que vous allez devenir comme ça visible, mais dans l'autre, c'est plutôt les gens qui ont parlé de vous qui font que vous devenez une autorité. Voilà, donc proposition de valeur unique, hein, donc c'est quelque chose où on dit moins, et donc, mais on est vraiment dans un message très focus, hein. Mais en ça était Apple, hein, donc, avec quelques mots où il pouvait en dire beaucoup et qui projetait aussi dans l'imaginaire des consommateurs. Puis, cycle constant d'innovation, c'est quelque chose qui doit devenir ça, une organisation interne de l'entreprise où on fait vraiment des cycles d'innovation. J'ai présenté simplement quelque chose qui l'outil qu'on a mis en place. Qui est assez intéressant, puisque ici, on a un outil quand on met simplement le site web d'une entreprise, on peut définir, en fin de compte, comment est perçue l'entreprise d'un point de vue consommateur au client final, et comment, dans l'économie numérique, elle est positionnée. Donc ici, j'ai pris un exemple peut-être significatif d'IKEA, qui est assez connu. Et en fin de compte, c'est que c'est une entreprise, même si on ne la voit pas comme ça, parce que les gens le projettent d'un point de vue technologique simplement, mais vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la culture de l'innovation depuis très longtemps, et donc qui a vraiment développé ça depuis très longtemps. Donc il est, pour un score de 100, on est vraiment à 90%. Donc il est ici dans le côté prime, hein, on le voit ici, hein, donc vous avez ici son côté. Donc là, vous avez quelque chose où il est basé là-dessus. Et donc, en fin de compte, nous, on a développé donc un système qui permet d'aller voir ce qu'on dit de vous, et donc par de l'IA, de pouvoir aller prendre des données et de regarder comment pensent les clients et les consommateurs, et qui permet d'avoir un positionnement sur ce cadran magique-là entre la promotion et donc de pouvoir avoir ça entre le prime et l'autorité. C'est votre positionnement. Et donc là aussi, on a des différents étages, hein, donc, lorsque vous avez aussi une évolution. Mais ici, vous voyez que IKEA est vraiment en culture de l'innovation. Donc à partir de ça, ce qui est important, c'est que vous vous positionnez en tant qu'entreprise, vous pouvez regarder où vous en êtes, mais aussi vos concurrents, et où ils sont positionnés, et comment vous pouvez définir une stratégie en fonction de vos clients et de votre concurrence. Donc c'est ça qui est relativement intéressant, c'est aussi de se comparer par rapport à d'autres et de pouvoir voir, même naturellement, ce que eux font et comment stratégiquement ils le font. Donc là, ici, j'ai pris une différence, hein. Donc là, il y a des recommandations. Donc nous, on fait des analyses, hein. Donc, vous voyez, il y a des analyses qui sont faites là-dessus. Et donc aussi, comment le score est calculé, hein. Donc c'est vraiment une empreinte numérique du fait que les consommateurs perçoivent quelque chose de nouveau, et donc on va en parler. Et donc ici, on peut aussi comparer les différents concurrents. Donc vous voyez ici, par exemple, j'ai pris des entreprises françaises, hein, Gauthier, Camif, But. Vous voyez, c'est intéressant de voir le score qui est assez significatif, hein, 48 sur 100 pour Gauthier. Camif, c'est voilà, embryonnaire, on va dire. Donc là, on est vraiment tout en bas.
Et de façon surprenante, But est en train d'arriver aussi à une profonde mutation numérique. Donc, il commence aussi à évoluer. Il est passé aussi par des phases où il a eu beaucoup de difficultés, mais est en train de revenir très fortement dans l'économie numérique. Et vous voyez qu'il y a un petit cœur, enfin, comme Gauthier, qui n'est pas non plus un gros acteur, il est connu, mais il n'est pas non plus un gros acteur avec des moyens, commence aussi à vouloir devenir une autorité et commence aussi à se différencier. Donc, ça veut bien dire que même lorsqu'on a quelque chose où il y a un leader sur le marché comme Ikea, comment une entreprise peut trouver via des nouveaux moyens, via les digitaux ou via l'innovation, ben, de pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies et de pouvoir se positionner, donc de devenir l'autorité et donc avoir aussi une croissance qui sera même avec un leader comme Ikea, d'avoir une très bonne croissance. Avec les croissances, maintenant, on multiplie par 2 ou par 5, hein, donc grâce à ça, donc lorsqu'on est vraiment dans le cadre de l'autorité. Donc c'est vraiment des très fortes croissances qu'on peut avoir. Donc là, c'est vraiment tout l'enjeu. Ici, vous voyez, Canif, ils sont pas prêts d'évoluer, donc peut-être qu'il y aura d'autres stratégies, mais voilà, c'est vraiment des évolutions qui sont différentes. Là, je suis en train de changer et j'ai pris un autre, hein, mais ici, c'est par exemple Tesla. Tesla, tout le monde sait qu'ils sont profondément numériques, hein. On a un très bon score également, mais vous voyez que même par rapport à Ikea, on dirait bah, Tesla, c'est la technologie, mais non, c'est pas que de la technologie, hein. C'est vraiment la transformation de l'entreprise, comment elle a été faite et bien pensée, hein. C'est pas juste une voiture, hein. C'est vraiment une vraie expérience. Et vous allez dans les showrooms de Tesla, c'est une vraie expérience que vous avez et non pas juste de la technologie. Donc, donc ils sont profondément numériques également. Donc, vraiment un positionnement qui est vraiment adapté. Et donc, si on regarde un petit peu la différence, hein, donc, par rapport à d'autres acteurs, la BMW, ils sont bien positionnés, hein, donc on arrive aussi à 76, hein, donc on retrouve un positionnement, mais beaucoup moindre que par exemple que Toyota. Donc vous avez vraiment le leader Tesla qui est en train de faire des marges folles par rapport à des constructeurs historiques. Donc on se rend compte quand même que tous ces constructeurs, ils avaient plus d'un siècle d'avance parfois sur leurs concurrents, qu'ils avaient toute la technologie, mais qui n'ont pas pendant très longtemps, parce qu'ils sont restés dans un marché fermé, bah, ils n'ont pas du tout innové, ils ont très peu innové en fin de compte sur les voitures, et que cette disruption qui est arrivée a permis à Tesla de pouvoir rentrer sur ce marché-là et de pouvoir concurrencer des leaders mondiaux avec des milliards d'investissements de façon voilà, assez rapide et maintenant avoir des voitures comme ça qui sont quand même à l'avance. Donc, il a pu aussi, par cette façon de faire, attirer des talents. Comme je disais, avec la transformation digitale, c'est d'attirer des talents. Donc, il a attiré des talents. Et du fait comme ça, ben, voilà, il a pu concurrencer. Et on voit Stellantis, je me rappelle, c'est rachat de PSA de Fiat, hein. Et donc, Stellantis, il est en position d'autorité, lui. Mais il est innové avec Elan, hein. Vous voyez que vraiment notre étude, elle est assez caractéristique. On voit qu'il y a une vraie précision dans l'outil qu'on a mis en place et donc la mesure est très bien faite et vous permettra aussi dans le cadre de votre entreprise de prendre ça en compte, hein. Et donc il est vraiment en train d'innover très fortement. On voit bien que depuis quelques années, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et donc il a un positionnement qui est à 67, mais c'est aussi un score d'élan, comme on le dit, et qu'il est en pleine dynamique de croissance. Voilà un petit peu les différents outils. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça peut être adapté aussi aux petites entreprises, hein. Donc, voilà, on le mesure par rapport à ça et aussi par rapport à des tailles moyennes et de regarder par rapport à vous comment vous voulez regarder la concurrence. Voilà, il y a d'autres moyens, on va plus profondément que ça, hein, dans l'analyse de la concurrence, mais ça permet d'avoir un vrai positionnement et de regarder un petit peu quelle stratégie on peut mettre en place. Donc c'est quelque chose voilà, que dans ce cadre-là, là je vais revenir en direct, hein, mais pour vous parler directement, mais c'est quelque chose qu'on peut vous présenter ça. Et donc si vous souhaitez à un moment donné que voilà, vous nous donnez, vous êtes intéressé pour avoir ça, il y a un cadeau à la fin, moi, pour ceux qui sont restés, c'est de pouvoir vous donner votre email pro et on vous donnera voilà, votre analyse personnelle et l'analyse d'un concurrent, par exemple, et on vous donnera vos chiffres derrière et votre positionnement. Et donc, vous aurez toutes les informations que vous avez vues là, qui vous permettra de mieux voir comment vous êtes positionné dans l'économie numérique. Donc, vous avez vu que ce positionnement-là,
qui est assez nouveau, parce qu'on aborde des vrais sujets qui sont nouveaux, bah, vous permet à un moment donné de pouvoir avoir cette vision qui est différente. Donc, c'est quelque chose où on était plutôt dans la position de marketing, comme on le voyait, où on fait avec SEMrush des positions de marketing, d'analyse de la concurrence. Mais ça, c'est vous êtes concentré sur votre site web. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on sait faire. Mais à un moment donné, vous êtes dans une vision que simplement par rapport à votre entreprise. Vous êtes encore à l'intérieur de l'entreprise et de l'autre entreprise. Donc ça, c'est pas la meilleure façon de voir. La meilleure façon de voir, c'est de projeter par rapport à ses clients et l'externe. Donc ça, c'est comme ça que nous, on avait développé notre produit, de pouvoir évoluer vers ça et d'avoir cette connaissance des clients vers l'externe. Donc laissez-nous vos profils pro. Et puis ici, ben, n'oubliez pas que nous, on est disponible aussi pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions par rapport à ça, parce que c'est voilà, j'ai été assez vite, mais pour vous présenter ça. Et puis bienvenue chez nous pour avoir ça. Et n'oubliez pas de pouvoir de laisser votre email pour qu'on vous donne ce cadeau, parce que vous verrez qu'il y a des choses vraiment très très intéressantes. Et vous en tirez aussi des choses très très intéressantes. Parfois, on ne se rend pas compte de ce que font les autres et comment ça peut se faire. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Donc on abordera d'autres sujets après dans de prochains webinaires. Je serai très heureux de vous accueillir à nouveau. Voilà, si vous avez encore des clients, des questions, pardon, je suis à votre disposition pour pouvoir répondre. Oui, il y a François qui me disait que le bandeau masquait le bas des slides. Ah, pardon. Donc là, oui, peut-être j'ai été un peu vite. Mais François, s'il y avait des problèmes, pas de problème pour repartager ça s'il y a des choses qui étaient là. Oui, Progidis, ça, que je connais. Je ne sais pas si ça a été intéressant. Bah voilà, donc merci en tout cas de votre participation. Et puis ouais, François, voilà, donc pas de problème pour te communiquer ce genre d'éléments et puis enfin, de me donner aussi un ou deux noms de concurrents en même temps pour que l'on puisse aller voir ça et donner des chiffres. Donc n'hésitez pas à donner votre email pour qu'on vous envoie les informations et ce positionnement de la concurrence. On va laisser 2 ou 3 minutes, mais autrement, voilà, pour que vous puissiez répondre si vous êtes intéressé par ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau et qui vous permet aussi d'avoir quelque chose d'innovant et de vous montrer un peu peut-être une vision de la transformation digitale que vous n'avez peut-être pas souvent, où on fait un peu trop de technologie et que derrière, c'est pas que ça, c'est bien sûr un moyen, mais c'est aussi une autre façon, un autre mindset de plus innovant. Donc, j'ai noté Monsieur François. Eh bien, écoutez, je vous propose d'arrêter la diffusion là. Donc, s'il n'y a pas d'autres. C'est François Pommeret qui me dit que SAP. Oui, non, mais, François, tu serais très surpris de l'innovation chez SAP. Il fait partie, ce sont une boîte, j'y étais, donc je pense qu'on peut mieux en parler. Mais en ce moment, c'est celle qui fait entre 1 ou 2 innovations par an. Donc, c'est la boîte qui innove le moins par rapport à sa taille d'entreprise. Donc, parfois, vous pourriez être très, très surpris d'un nom comme ça qui reste une marque, mais qui n'est plus aussi innovante qu'à une époque. Salesforce est beaucoup plus innovant que SAP. Voilà, donc vous voyez que même SAP, vous seriez surpris de ces chiffres que je vous donnerai par rapport à ça et vous verrez que c'est pas du tout ce que vous croyez. C'était une entreprise qui était très innovante à une époque et qui a perdu le pied depuis un certain temps. Et donc, qui a bien sûr de la trésorerie et qui peut encore racheter des boîtes, mais qui n'a plus la capacité d'antan. Et on le voit bien qu'ils perdent des positions par rapport à ça depuis très longtemps. Merci en tout cas de votre participation et puis à bientôt en tout cas. Et donc,
je vais arrêter la diffusion là. Et donc, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je ferai encore des diffusions. Inscrivez-vous à nos newsletters. Suivez-nous sur les sites internet. Et puis, à très bientôt. Merci, au revoir.